Alors, en fait, d'où vient ce projet Goodwill Digital? Goodwill Management existe depuis 18 ans et depuis 18 ans, on fait des calculs dans tous les sens. On est un spécialiste de la RSE avec une approche quantitative qui nous caractérise. Et les outils qu'on utilise depuis qu'on existe, ben, c'est Excel et puis R. Voilà. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure que ça présentait des sacrées limites. D'abord, la solidité de nos outils de calcul, parce que vous savez à quel point c'est facile d'écraser une fonction dans une cellule sous Excel. Le problème de la centralisation des résultats. Jusqu'à une période récente, on avait chez Goodwill un classeur Excel avec un modèle de calcul dedans égale une mission chez un client. Et donc, pour réunir tout ça ensuite et faire des stats, vous imaginez la difficulté. Une autre problématique qu'on a beaucoup rencontrée, c'est de permettre aisément à nos clients d'accéder à l'endroit où les données sont à saisir. Et du coup, quand on fait des calculs qui demandent pas mal de données, ce qui est souvent le cas, ben, on envoie des feuilles Excel par mail au client et on a le temps le retour et c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis, donner accès à nos outils, par voie de conséquence, c'est pas idéal non plus. Donc, on a cassé la tirelire il y a 2 ans et puis on a développé ce que je vais vous présenter ce matin, à savoir Goodwill Digital. Et ça a bien sûr un objectif pour l'entreprise et la façon qu'elle a de mener à bien ses missions, mais ça a aussi un intérêt, vous allez le voir, pour l'écosystème de Goodwill, les clients, les partenaires, etc. Je vous en dis un petit peu plus tout de suite. Voilà. Et donc l'idée, c'est de permettre de faire tous nos calculs en ligne et de donner accès à toutes nos méthodes de travail. Alors, ce que je vais vous montrer dans les minutes qui viennent, c'est qu'effectivement, sur cette fameuse plateforme que vous ne connaissez pas encore, Goodwill Digital, on peut mettre à peu près tous les modèles de calcul que l'on veut. Alors, les méthodes de calcul de Goodwill s'appellent Thésaurus. Et donc, dans Goodwill Digital, ben, vous voyez, on peut mettre nos méthodes Thésaurus capital immatériel pour évaluer du capital immatériel. On peut mettre, et on a déjà mis, la base de données des bonnes pratiques RSE. On peut mettre une évaluation ISO 26000 pour s'évaluer en maturité RSE. C'est une démonstration que je vais vous faire tout à l'heure. On peut mettre Thésaurus Leontief qui permet de faire du calcul d'empreinte socio-économique. On peut mettre aussi Thésaurus Empreinte qui permet de faire de la comptabilité environnementale. On peut mettre Thésaurus Territoire pour calculer la valeur d'un territoire, et j'en passe. On a des méthodes pour calculer le ROI de la RSE, le coût caché du travail, le coût complet des déchets. Enfin, on aime bien les calculs, comme vous avez compris. Et tout ça, on peut le mettre dans Goodwill Digital. Et puis, on y met aussi, c'est ce que nous avons commencé à faire assez récemment, les modèles de calcul spécifiques de nos clients qui correspondent à des besoins qui correspondent vraiment adaptés à leur entreprise. Et hop, voilà. Donc, on peut mettre tout ça dans Goodwill Digital. Vous allez comprendre comment ça marche dans un instant. Alors, on a fait le lancement officiel de cette plateforme au 1er avril 2020, donc en plein début de confinement. Donc, ce qui n'était peut-être pas la période idéale, mais enfin, on a maintenu le lancement à cette date-là parce qu'on s'y préparait depuis longtemps. Et comme vous voyez, ça démarre pas mal puisque nous avons déjà des clients prestigieux, dont l'un va s'exprimer dans un instant, qui utilisent ce produit pour faire des évaluations de même nature que celles que je vous montre tout de suite. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, un petit mot de l'entreprise. Donc, comme je disais tout à l'heure, on existe depuis 18 ans. On fait 2 millions de chiffres d'affaires, on est une vingtaine de personnes et on s'appelle Goodwill parce que Goodwill, ça veut dire à la fois survaleur en comptabilité et ça veut dire aussi bonne volonté. Et donc, on en déduit aisément notre slogan, les valeurs créent de la valeur. Voilà. Un point qui a son importance aussi dans ce que je vais raconter plus tard, c'est que nous sommes actionnaires de l'agence Lucie et je suis également le président de cette agence
qui est aujourd'hui la première communauté RSE, d'entreprises engagées au RSE en France. Voilà, la plus grande, on doit avoir, au moment où on fait la photo, là, entre 650 et 700 entreprises qui sont membres de la communauté Lucie, surtout des PME. Donc, vous voyez, Goodwill travaille avec des grands groupes. Chez Lucie, il y a beaucoup de PME. Goodwill travaille aussi avec des PME. Et donc, notez bien que Goodwill Digital est adapté à toutes les tailles d'entreprise, absolument, absolument, sans exception. Voilà. Et un point très important avant que j'aille plus loin, c'est de bien souligner que depuis qu'on existe et qu'on fait ce métier, on a, je dirais, fait nos preuves en matière de fiabilité des résultats, de sorte qu'aujourd'hui, tous nos résultats sont opposables à des tiers. Vous voyez par exemple qu'on a évalué plein de brevets de marques pour la SNCF. Ça a été validé avant de se retrouver dans les bilans du groupe par des commissaires aux comptes. Quand on a fait le calcul, c'est un calcul assez musclé sur le plan économique, d'impact de la contrefaçon sur l'économie française, nos travaux ont été audités par l'INSEE. C'était à la demande du ministère de l'économie et des finances, etc. Vous voyez ce qui a marqué sur cette page. Quand on a fait tout en bas l'évaluation du Maroc, calcul de la valeur du Maroc à la demande du roi Mohamed VI, et ben, là, ce sont des auditeurs du FMI et de la Banque mondiale qui ont vérifié nos travaux. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, on apporte une garantie de fiabilité à tous nos clients de nos résultats et on engage notre responsabilité sur nos résultats. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans Goodwill Digital? Eh bien, vous avez vu tout à l'heure, finalement, pas mal de trucs. Donc, je vous en dis un peu plus maintenant. Avant d'y venir, je fais un petit point de vocabulaire. Comme ça, vous n'allez pas être dérangé ou étonné par les propos que j'utilise. Donc, la RSE, ben, tout le monde sait ce que c'est, la responsabilité sociale des entreprises, ça je ne le redéfinis pas, mais par contre, je veux insister sur le fait que la RSE, c'est un plan d'action. Voilà. La RSE, c'est ce que vous faites. C'est un comportement de l'entreprise. Et donc, c'est effectivement, à long terme, on parle bien de stratégie RSE ou de stratégie de l'entreprise qui a un ADN de RSE. Voilà. Donc, la RSE, c'est un plan d'action. On va parler aussi pendant mon exposé de capital immatériel ou d'actifs immatériels. Et les actifs, au sens comptable du terme, et extra-comptable d'ailleurs, ce sont des ressources. Voilà. Donc, la RSE, c'est ce que vous faites. Le capital immatériel, c'est ce que vous avez. Voilà, et vous n'avez pas que du capital immatériel. Vous avez du capital matériel, c'est-à-dire des machines. Vous avez des actifs financiers, c'est-à-dire de la trésorerie, des créances. Et puis, vous avez des actifs immatériels. Voilà. Et j'insiste sur ce fait qu'il y a une différence entre le capital humain, c'est-à-dire l'équipe d'une entreprise et les qualités de l'équipe, et la politique RH, qui est un plan d'action. Voilà. Finalement, l'équipe, c'est le résultat de la politique RH. Voilà. Et la politique RH, elle peut être plus ou moins RSE, voilà, elle donne un résultat plus ou moins solide sur le plan de l'actif ou de la ressource humaine, qui est le capital humain. Donc, cette complémentarité entre les plans d'action et les ressources, ou entre les actions et les actifs, c'est un élément important dans notre approche méthodologique. Alors là, quand on parle de RSE et d'actifs, on est bien sûr à l'intérieur des frontières de l'entreprise, mais on va aussi parler d'impact. L'impact, c'est la conséquence externe des actions de l'entreprise sur l'écosystème extérieur, c'est-à-dire l'environnement économique, l'environnement social et l'environnement naturel. Alors, quand on fait des études d'impact, eh bien, on regarde effectivement comment la façon d'agir que l'on a influe sur l'environnement socio-économique et naturel de l'entreprise. Dans le jargon de l'ISO 26000 qu'on utilise beaucoup chez Goodwill et chez Lucie, c'est notre référence pour avoir une RSE exigeante, on parle de question centrale. La question centrale dans la RSE, c'est un chapitre. Voilà, par exemple, la politique sociale de l'entreprise, eh bien, c'est la troisième question centrale de l'ISO 26000.
on parle de principe d'action. Donc, le principe d'action, c'est un chapitre ou un thème d'une question centrale, par exemple la qualité de vie au travail ou bien la sécurité des salariés au travail. Ce sont des principes d'action de la politique sociale. Et puis, à l'intérieur, vous allez voir pendant la démonstration sur l'évaluation ISO 26000, à l'intérieur du principe d'action, on a encore des sous-thèmes qu'on appelle des types d'investissement responsables. Type d'investissement responsable, ce sont des sujets particuliers sur lesquels vous investissez dans le cadre du principe d'action. Par exemple, je suis en train d'améliorer la sécurité au travail. La sécurité au travail, c'est un principe d'action. Et pour améliorer la sécurité au travail, je peux investir sur le matériel de sécurité, c'est un type d'investissement responsable, ou bien je peux investir sur la formation des salariés en matière de sécurité, et c'est un autre type d'investissement responsable. Donc, en fait, ce sont des sous-thèmes, les tirs, ce sont les sous-thèmes du principe d'action. Mais on insiste beaucoup sur cette notion d'investissement dans notre façon d'évaluer les entreprises, parce qu'une entreprise qui a peu investi sur un sujet peut difficilement avoir un bon niveau de performance sur ce même sujet. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans Goodwill Digital, on peut implémenter, et je vais vous en présenter la mécanique juste après, beaucoup de modèles. Ici, vous avez le résultat d'une évaluation ISO 26000. Je vais vous en montrer une autre tout à l'heure, où on voit effectivement un système de notation. Je suis à 50% de ma note maximale de gouvernance, à 58% sur mes droits humains, à 63% sur les relations et conditions de travail, etc. Donc là, vous avez le résultat d'une évaluation RSE et vous pouvez faire des évaluations RSE dans Goodwill Digital. Dans Goodwill Digital, on peut faire aussi des évaluations de capital immatériel. Ici, par exemple, vous avez l'évaluation d'une entreprise fondée sur une méthode de capital immatériel qui est sous mon curseur ici valorisée avec une médiane ou une moyenne à 88 millions d'euros. Et puis, vous avez à côté une évaluation classique qui donne pour cette même entreprise une évaluation moyenne à 80 millions d'euros. Donc on compare des évaluations classiques à des évaluations immatérielles. Sur l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est dans ce sens-là, ça aurait bien pu être dans l'autre sens. Et notez au passage que dans Goodwill Digital, vous pouvez implémenter toutes les méthodes de calcul d'entreprise que vous voulez, les méthodes immatérielles et puis des méthodes plus classiques basées sur les multiples ou bien sur les cash flows futurs actualisés. Tout ça, ça rentre dans l'outil sans aucun problème. Ici, vous avez une évaluation, on va voir ça plus en détail tout à l'heure, mais je le montre quand même maintenant. C'est une évaluation dite extra-financière du capital immatériel d'une entreprise. Alors là, on ne voit pas tout le capital immatériel, on voit juste le capital client. Vous voyez, c'est sous mon curseur au sommet de l'arbre. Il est à 12,1 sur 20 et puis il se décompose. Alors c'est du capital client B2C, c'est-à-dire que là, les clients sont des consommateurs. En exigence et bienveillance 15 sur 20, flux de valeur 12 sur 20, etc. Puis on voit plein de critères. Et donc l'arbre est le résultant d'une série de calculs de notes sur 20. Derrière cet arbre, il y a des indicateurs étalonnés. Et ça, c'est la méthodologie volet extra-financier de Thésaurus Capital Immatériel, alors qu'ici, on avait son volet financier. Je ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour parcourir rapidement tout ce que l'on peut faire avec tout ce qu'on peut implémenter, tous les modèles qu'on peut implémenter sur cette plateforme. Ici, je vais être encore plus rapide, c'est l'évaluation de la valeur d'usage d'un actif immobilier. Donc, vous voyez, c'est un cas réel, hein, c'est le Green Hub de Bolloré qui se trouve du côté de Roissy, voilà, avec une surface de 7500 m². Et en fait, on a réussi à montrer, dans le cadre d'un groupe de travail qui s'appelle ici, vous voyez, Vibeo, que dans un bâtiment bien foutu, on travaillait un petit peu plus vite.
C'est-à-dire que si vous travaillez dans le calme, vous travaillez un peu plus vite. Si vous travaillez dans une bonne température, vous travaillez plus vite que si vous avez froid ou trop chaud, etc., etc. Donc, toutes ces notions-là, on les évalue, confort acoustique, confort visuel, voilà, toujours avec des notes sur 20. Et puis, selon un modèle que je ne vais pas détailler maintenant, on en déduit un gain de productivité qui est exprimé en euros. Donc tout ça, ça s'implémente, c'est opérationnel aujourd'hui, ça sous Goodwill Digital, et la méthode ici s'appelle Thesaurus Vibeo, et il y a pas mal d'entreprises qui s'en servent également pour évaluer leurs bâtiments. Ça, c'est une étude d'impact socio-économique, donc à nouveau, hein, dans certains cas de figure, j'ai le droit de citer nos clients. Ici, c'est l'impact socio-économique de Orange sur la République démocratique du Congo. Et donc, on voit que ça représente 512 millions de PIB, 300 000 emplois, avec des impacts directs. Des impacts indirects, c'est les fournisseurs, et des impacts induits, c'est toute la consommation des gens qui gagnent de l'argent, qui gagnent un salaire dans l'écosystème de Orange. Voilà. Et puis, encore plus récemment, on a implémenté, excusez-moi, on a mis au point, on est en train d'implémenter une méthodologie qui permet de faire de la comptabilité environnementale et de définir l'impact exprimé en euros d'une entreprise sur son capital naturel. Donc, vous voyez ici, c'est la société Chryso. Les chiffres ne sont pas les vrais chiffres de Chryso. Cela dit, dans l'intervalle, on a eu l'autorisation et donc j'aurais pu mettre les vrais chiffres. Si vous voulez en savoir plus sur les vrais chiffres, il y a une vidéo sur YouTube qui les présente. Voilà. Et donc ici, on a une empreinte totale ça veut dire que tous les ans, Chryso détruit, selon ce chiffre, 197 000 euros de capital naturel répartis sur l'impact des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution, de l'utilisation du sol, du sous-sol, de la biodiversité, des déchets et de la pollution et de la consommation d'eau. Voilà. Donc, vous voyez que avec cette plateforme, on peut faire un petit peu tous les calculs qu'on veut. Ici, la méthode s'appelle Thesaurus Empreinte. Donc, on implémente des méthodes sur la plateforme. Stanislas, je vais te donner la parole pour que tu puisses donner un petit peu ton sentiment de early adopter sur la plateforme Goodwill Digital. Et j'espère que je ne te donne pas la parole trop tard par rapport à tes contraintes horaires. Merci Alain, non, ça va aller. Bonjour à tous, donc Stanislas Nasperger, je travaille dans la direction recherche et développement d'EDF, dans une équipe qui traite des questions de territoire et d'économie circulaire. En fait, nous travaillons beaucoup sur la question typiquement des modèles économiques liés à des transitions énergétiques, que ce soit sur des territoires, je reviendrai dessus, ou dans des bâtiments, en particulier des bâtiments de bureaux. Donc, l'idée, c'était à l'origine de voir les impacts des travaux, par exemple, de performance énergétique sur la valeur d'usage des bâtiments de bureaux. C'est à cette occasion-là que nous sommes rapprochés donc, de Goodwill, qui a donc dirigé, qui a animé un consortium de recherche qui s'appelle Valeur immatérielle des bâtiments et bien-être des occupants, donc Vibeo, pour justement estimer finalement la valeur d'usage des bâtiments de bureaux au travers de leur impact, de leur contribution à la productivité des équipes, suivant différentes caractéristiques. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, du coup, depuis 2014, on a eu l'occasion de travailler avec Goodwill sur le renforcement de ce modèle, le test sur le terrain, sachant que ce n'était pas forcément évident, mais il y a eu des tests in situ qui ont confirmé la validité du modèle, l'affinage de celui-ci, et avant d'arriver finalement à sa migration sur la plateforme Goodwill Digital. Donc, déjà, pour rappeler, donc, je confirme que les modèles ont été testés et éprouvés, ils sont dans certaines mesures bien confirmés. Les autres activités sur la valeur liées à la valeur immatérielle qui nous intéressent, bien entendu, on traite la question des entreprises, à l'évaluation des entreprises, puisque, encore une fois, l'énergie est une question transversale, mais qui touche la question des usages dans une entreprise. Et une fois qu'on parle de la question des usages, eh bien,
on s'intéresse aux activités de travail dans ces entreprises. Donc, tout ce qui est et ces activités de travail reposent sur des ressources immatérielles. Donc, l'évaluation du capital immatériel des entreprises pour nous est particulièrement importante. J'ai évoqué également nos actions sur le territoire, donc par exemple dans le cas de programmes territoriaux de transition énergétique, par exemple. Et là, l'intérêt d'outils tels que celui sur l'empreinte socio-économique, comme Thésaurus Léontiev, par exemple, ou le Thésaurus Empreinte, si on veut s'intéresser à l'aspect plutôt environnemental, sont également pour nous d'un grand intérêt. Donc, il est évident qu'avoir tout cela disponible et accessible sur une plateforme qui centralise l'accès, et bien sûr, pour nous, est un grand. Enfin, cette perspective pour nous est d'une grande valeur. Pour le moment, donc, j'ai testé l'outil plus générique, l'évaluation d'entreprise 360 sur la plateforme Goodwill Digital, ce qui permet déjà de voir les différents registres de la valeur d'une entreprise, de bien comprendre finalement les différents enjeux. Et bien entendu, c'est une bonne introduction aux différents modèles que Goodwill a développés par ailleurs. Un petit mot également sur la formation, puisque l'accès à Goodwill Digital s'accompagne d'un certain nombre de formations, sachant que ce ne sont pas simplement des formations à l'outil, c'est une conjugaison de formations théoriques et pratiques. Donc, il y a un subtil mélange de rappel ou d'introduction à des concepts, des rappels pour ceux éventuellement qui connaissent comment dire, l'assemblée était assez hétéroclite. Certains avaient plus une culture d'évaluation d'entreprise, une culture financière, d'autres étaient plus à l'aise avec tout ce qui était ISO 26000. Donc, du coup, ces formations théoriques permettaient de mettre, je ne dirais pas tout le monde au même niveau, mais en tout cas de s'assurer que tout le monde avait un bagage commun qui permettait de bien comprendre finalement les concepts sous-jacents des outils qui allaient être utilisés. L'idée était effectivement de manipuler ces outils-là, donc sur un cas simulé, mais je dirais que c'était un cas réel dans la mesure où il y avait vraiment un certain nombre de documents à s'approprier. Ces évaluations se faisaient en petits groupes, donnaient lieu à des discussions. C'est là où on voyait également que les cas étaient crédibles, puisque ce n'était pas une vision simpliste où il n'y avait qu'une seule valeur possible. En particulier dans les matériels, on sait que c'est extrêmement compliqué de définir une bonne et seule valeur. Donc, du coup, effectivement, suivant les perceptions de chacun, ça donnait l'occasion également de discuter de l'évaluation des aspects matériels de l'entreprise. Et parfois, les notes qui en résultaient étaient différentes. Donc, cette formation était également d'une grande valeur, et le stagiaire qui était avec moi avait également apprécié cette formation-là. J'ai terminé mon témoignage, si tu veux que je rajoute. Merci beaucoup Stanislas, et puis merci d'avoir trouvé le temps de venir présenter ton expérience dans le cadre du lancement de la plateforme. On va y venir pour ceux que ça pourrait intéresser un petit peu plus tard, puisqu'on va relancer quelque chose qui est assez proche de ce qu'on a fait avec toi et avec le premier groupe. Il y a maintenant, on a commencé il y a plus d'un mois. Donc, je te souhaite une très bonne journée et puis j'enchaîne. Merci beaucoup, au revoir. Stanislas. À bientôt. À bientôt. Voilà, donc Alan, je vais vous. Ouais. Je te coupe. Peux-tu recentrer ta caméra? Ouais, c'est comme ça va? Encore un petit peu? C'est-à-dire? Descends-le. Comme ça? Voilà, super. Ok. Voilà, donc je vous explique un petit peu maintenant comment fonctionne Goodwill Digital, et puis ensuite on fait la démo. Voilà. Alors en fait, dans Goodwill Digital, vous avez 5 grands modules. Le premier module s'appelle le référentiel des thésaurus. Vous avez vu que toutes nos méthodologies s'appellent thésaurus, et donc il y a un endroit où on déclare toutes ces méthodes. Voilà, les méthodes pour les bâtiments, les méthodes pour l'évaluation ISO 26000, les méthodes pour l'évaluation de l'immatériel, tout le bazar, c'est là qu'on le met. Voilà. Ensuite, vous avez un deuxième module où on déclare les entités qu'on va évaluer. Alors, une entité, c'est un terme un petit peu conceptuel ou un peu générique. Les entités peuvent être des entreprises, ça peut être des bâtiments, ça peut être des territoires.
Voilà, donc c'est les 3 thématiques sur lesquelles on fait des calculs. Et donc c'est là que vous allez dire, ben voilà, je suis EDF, et puis je veux faire une évaluation de la maturité ISO 26000 de mon entreprise, ou bien je veux faire une évaluation du capital immatériel de mon entreprise. Donc c'est là qu'on déclare l'entité. Ensuite, ben, assez naturellement, il y a un endroit où on saisit les données, l'interface d'acquisition des informations, le moteur de calcul et l'interface de restitution. Donc on va voir tout ça. Juste avant de passer à la démo, l'idée finalement générale, je ne veux pas rentrer dans les entrailles de la bête parce qu'on y serait encore à la fin de la journée, et puis je pense que ça n'intéresserait pas grand monde. Mais l'idée générale, pour faire fonctionner le calcul de tous ces modèles, comme ça, elle est assez simple. Hein. On dit que finalement, tout ce qu'on a à manipuler, ce sont des indicateurs. Alors attention, quand on parle ici d'indicateurs, on ne parle pas d'indicateurs nécessairement extra-financiers. Le PIB, c'est un indicateur. L'EBITDA, c'est un indicateur. L'endettement net, c'est un indicateur. Ou le poste client, c'est un indicateur. Donc en fait, tout ça, on a des indicateurs qui peuvent s'exprimer en euros, en mètres carrés, en mètres cubes, en notes sur 20, en pourcentage, en ce que vous voulez. Tout ça, c'est des indicateurs. Et ensuite, il y a dans le référentiel des thésaurus une possibilité de déclarer toutes les fonctions mathématiques que l'on veut sur ces indicateurs. Des mines, des max, des logs, des exponentielles, des divisions, des multiplications, enfin ce que vous voulez. Voilà. Et le dernier point, c'est que les résultats d'une fonction sont les variables de la suivante. Et donc, nous avons des modèles qui enchaînent les fonctions. Ce sont des arbres de fonctions qu'on appelle aussi des modèles de calcul. Voilà. Et donc, avec des chaînages de fonctions, on arrive à faire tous les calculs que l'on veut. Voilà. Alors ensuite, dans la base des entités, je vous disais, hein, on stocke les entreprises, on stocke les bâtiments et les territoires. C'est là qu'on déclare les entités qu'on veut évaluer. Et puis, c'est là qu'on va stocker aussi toutes les mesures. C'est-à-dire, on prend un modèle, on l'assigne à une entreprise, on collecte les informations sur l'entreprise et on a donc toutes les mesures. Et puis, on appuie sur le bouton et le moteur de calcul fait les calculs et nous donne automatiquement les résultats. C'est ce que vous allez voir tout de suite. Alors, on a prévu pour ce matin de vous faire 2 démonstrations qui sont un petit peu différentes de celles qu'on avait fait le 1er avril. La première démonstration, c'est, je vais vous faire une démonstration d'une évaluation RSE. Donc là, vous allez voir, c'est une évaluation extra-financière pure où on va noter de la maturité d'une entreprise avec des notes sur 20 et ça va nous donner effectivement un résultat. Et puis après, je vous ferai une autre démonstration. Alors tout ça sera un peu rapide. À l'extrême limite, c'est juste pour apporter la preuve que l'outil existe et que je ne suis pas juste en train de vous raconter un truc sur PowerPoint et qu'il n'y a rien derrière, que mon PowerPoint c'est un décor de cinéma. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, on vous montrera tout ça de manière beaucoup plus approfondie. Là, c'est juste un survol. Donc, je vous montrerai aussi l'évaluation à 360 degrés d'une organisation, d'une entreprise qui permet finalement d'évaluer sa résilience, pour employer un terme qui est un petit peu à la mode. Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'évaluation Thésaurus 26000, vous avez compris le principe. Je vais dans le référentiel des Thésaurus, j'attrape le modèle Thésaurus 26000 et je l'assigne à une entreprise que j'ai préalablement déclarée dans la base des entités. Ici, l'entreprise qui va me servir s'appelle 22 ma PME. Pourquoi 22 ma PME? C'est parce qu'en ce moment, je suis dans les Côtes d'Armor. Voilà. Et donc, on va faire d'abord une évaluation ISO 26000 de cette entreprise. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la méthode, ISO 26000, la norme, excusez-moi, ISO 26000, elle est composée de 7 questions centrales. Donc, au centre, la gouvernance de l'organisation. Et puis ensuite, on regarde si l'entreprise respecte les droits de l'homme. Comment sont ses conditions de travail, donc le respect des salariés, la protection de l'environnement, la loyauté des pratiques. Là derrière, il y a notamment tout ce qui relève de l'achat responsable, le respect du client et l'engagement pour la société civile. Voilà. Alors en fait, dans le référentiel Lucie 26000, on a ces 7 questions centrales qui sont décomposées en 25 principes d'action qui sont eux-mêmes décomposés en 77 tirs. Type d'investissement responsable, et c'est au travers de ça qu'on va faire l'évaluation.
Donc, voilà des résultats typiques que vous allez voir dans un instant sur l'outil. Et puis, on évalue en général la maturité RSE d'une entreprise sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire pour chaque principe d'action, on dit, bon, bah, sur ce principe d'action, on a regardé un peu ce que vous faisiez, il n'y a rien. Bon. Donc, c'est un principe d'action qui est à lancer. Donc, voilà. Vous faites des trucs. Donc, la couverture des exigences de la norme ISO 26000 est partielle, ou bien la couverture est complète, est réelle et sérieuse. Voilà. Et donc, on note un petit peu le truc de cette façon. Et puis, voilà. Donc, je passe directement sous Goodwill Digital. Voilà. Et donc, je suis là présentement sous Goodwill Digital. Et ce que je vous affiche, c'est effectivement la page de l'arrêté sur lequel je vais faire mon évaluation. En fait, bon, elle est déjà faite, hein, je vais vous montrer, je vais bricoler 2-3 trucs et puis je vais vous montrer le résultat. Voilà. Donc, sous mon curseur, si vous le voyez bien, donc, je suis en train d'évaluer l'entreprise 22, ma PME. Voilà. Et je fais une évaluation, je fais un arrêté, donc 2020, pour une évaluation Thésaurus RSE. Voilà. Alors, ce qui est très important ici, c'est de noter la notion d'arrêté. C'est exactement comme quand vous faites un arrêté comptable. À la fin de l'année, toutes les entreprises font un arrêté qui montre effectivement l'état de leur compte avec le bilan et le compte de résultat, et on appelle ça un arrêté comptable. On a repris ce terme d'arrêté, et puis en fait, c'est quoi un arrêté? C'est une photo. Je fais la photographie d'une situation particulière de mon entreprise à un instant T. Vous pouvez faire un arrêté comptable suite à un événement particulier dans une entreprise en plein milieu de l'année. Voilà. Et donc ici, vous allez faire des arrêtés RSE, des arrêtés immatériels, des arrêtés comptables si vous voulez. Et donc, la photographie que vous faites sur une méthode particulière, on appelle ça un arrêté. Ici, vous voyez sur cette partie le modèle que nous avons assigné à 22 ma PME, donc qui s'appelle Thésaurus RSE, c'est de l'évaluation ISO 26000. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est afficher les indicateurs à saisir, accéder au module de collecte, calculer les fonctions de l'arrêté, et puis regarder les résultats. Alors, pour pas que ça nous prenne trop de temps, je vais aller directement dans accéder au module de collecte, donc pour collecter les datas qui sont nécessaires pour faire l'évaluation. Voilà. Donc, mon débit n'est pas trop mauvais. Normalement, ça s'affiche beaucoup plus vite que ça, mais ça va à peu près. Et donc là, je suis arrivé maintenant à l'endroit où je vais faire ma saisie. Et ici, on me dit avancement de la collecte. Donc, vous voyez que sur 22 ma PME, j'ai dit tout à l'heure 77, je crois, type d'investissement responsable. La réalité, c'est 79. Voilà. Donc, j'ai fait la saisie à 100%. Et au passage, ici, je peux indiquer des thématiques sur lesquelles je souhaite que la saisie soit faite par un tiers. Et ça, c'est pratique parce que vous soyez consultant comme moi ou bien que vous soyez responsable RSE dans une entreprise qui utilise cet outil, à un moment donné, vous allez dire « Ah ben, ce truc-là, ce n'est pas moi qui vais le saisir, je veux que ce soit saisi par un tel et par un tel. » Voilà. Donc, je ne rentre pas dans ces détails-là. On va directement sur l'endroit où je vais pouvoir saisir mes données. Et donc, nous y sommes. Alors ici, vous avez un écran qui s'affiche et qui va vous montrer effectivement tout ce que vous avez à saisir. Donc, vous voyez, j'ai le principe d'action numéro 1, intégrer la démarche RSE à la stratégie globale. Et le premier type d'investissement responsable, c'est est-ce que la stratégie RSE est formalisée? Formalisation stratégie RSE. Le deuxième sur le principe d'action 1, c'est implication des parties prenantes, engagement du conseil d'administration et du comité de direction, organisation des moyens pour la RSE. Voilà. Alors en fait,
Et puis, vous voyez ensuite qu'ici, c'est tout ça, ce sont les types d'investissement responsables du principe d'action numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Il y en a 25 au total. Bien. Alors, en fait, là, ce que j'ai pour chacun de ces types d'investissement responsables, c'est il faut que je réponde à une question. Formalisation de la stratégie RSE. Et ici, vous voyez, je vais avoir un QCM qui me propose de répondre à des notes. Est-ce que c'est un sujet sur lequel j'ai rien fait? Bon, c'est le cas au moment où je fais la saisie. C'est ignorer ces zéros. Un début de prise en compte. On a commencé à saisir la stratégie, à rédiger la stratégie. C'est une stratégie qui est mature, ou bien quand je la compare aux copains, ben vraiment c'est du lourd, quoi. Donc voilà. Et donc je vais mettre, et on voit tout de suite que ça me donnera la note 14, la note 10, 0, 10, 14 ou 17. Voilà. Je ne vais pas non plus vous expliquer toutes les subtilités de la machine parce que sinon on va être là trop longtemps. Mais notez que si à un moment donné l'intervalle de notes qui vous est proposé par défaut ne vous plaît pas, vous pouvez forcer la note et mettre 12,5 par exemple. Voilà. Alors imaginons que je suis en train de saisir, je sais parfaitement de quoi il s'agit parce que je fais ça comme du vélo et je dis bon bah ok, donc non là je suis sur une prise en compte réelle, j'ai regardé la stratégie, c'est du sérieux et donc j'ai une note de 14 sur 20. Et vous voyez que tout ce qui a été en dessous a été mis à 10 sur 20, puis tous les types d'investissements responsables du principe d'action numéro 2 sont à 10 aussi. Voilà. Alors je peux aussi être dans une situation où je me dis mais moi je suis débutant, qu'est-ce que ça veut dire implication des parties prenantes ou formalisation de la stratégie RSE? Et donc j'appelle un ami, ici afficher les détails, hop, je clique là-dessus et là on me dit identifier les valeurs. Donc pour formalisation de la stratégie RSE, ça consiste à identifier les valeurs de l'organisation et les enjeux spécifiques de la RSE ou de la RSO, hein, c'est pareil, responsabilité sociétale des organisations. Donc j'identifie les valeurs et les enjeux, donc quels sont les sujets importants, et j'intègre les sujets importants dans la globale. D'accord, donc c'est ça qu'on me demande, c'est est-ce que l'entreprise a pris en considération tout ce qui relève de la RSE pour elle et qu'elle en a intégré des contraintes ou des objectifs dans sa stratégie globale. Bon, donc la note de 14 que j'ai mise, ça vient du fait que j'ai été voir dans la stratégie et que je me suis rendu compte effectivement qu'elle parlait de social et d'environnemental. Au passage, ici, je peux rajouter du texte, des commentaires, des pistes d'amélioration. Donc, vous voyez que je peux compléter tout le travail que je fais d'évaluation de maturité sur ces différents sujets. Bien. Donc, imaginons que j'ai fait ça pour toutes les questions qui m'ont été posées. J'ai répondu aux 79 questions. Je valide les indicateurs saisis. Voilà. Et puis maintenant, je vais aller faire mes calculs. Bon. Voilà. Alors, donc, je retourne sur mon arrêté. C'est ce que je suis en train de faire. Et puis, ici, je vais dire que je vais fermer la collecte. C'est-à-dire, je dis, ça y est, j'ai fini de saisir et je vais pouvoir maintenant lancer les résultats. Voilà. Et hop, je calcule les fonctions de l'arrêté. Donc là, je suis en train de faire le calcul. Après avoir fait toutes mes saisies, je fais le calcul. Bien. Donc, ça y est, il est en train ça va venir. Voilà, il me demande si je veux prendre les dernières datas en vigueur. Je dis oui. Je clique et il est en train de me faire les calculs maintenant. Voilà, ça prend quelques secondes. Tiens, j'ai dû cliquer 2 fois. Voilà, donc mes calculs sont faits et maintenant on va, donc là on les voit apparaître les notes sur 20 consolidées, etc. etc. C'est pas très sexy. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir ça de façon beaucoup plus présentable que je peux intégrer dans une présentation PowerPoint par exemple. Donc je retourne sur l'arrêté, voilà, et ici je vois apparaître ici une fonction sous mon curseur, vous voyez résultat. Très bien. Bon. Alors, donc là, j'affiche les résultats, tout beau, tout propre,
que je vais pouvoir présenter à mes, comment dirais-je, à mes collègues ou à mes clients ou à mes parties prenantes, etc. Donc, vous voyez qu'après avoir répondu à toutes mes questions, je me retrouve avec une maturité RSE qui est notée à 11 sur 20. Avec la gouvernance, c'est le point sur lequel j'avais changé de note là tout à l'heure, qui est à 12. Avec, respect des droits des personnes, 4 sur 20. Donc là, je ne sais pas, je dois faire travailler des enfants ou un truc comme ça. Relations et conditions de travail, 10,83. Donc vous voyez, sur les 7 questions centrales de l'ISO 26000, j'ai ma note. Voilà, préservation de l'environnement. Bon, donc je me fous des droits de l'homme, mais vraiment, je fais attention à l'environnement. Donc, ça veut dire que je suis un Khmer vert. Et puis, ici, vous avez les résultats par grand principe d'action, 12 sur 20, 4,67. Et en dessous, vous voyez la note. Enfin, c'est une certaine présentation. Vous voyez le résultat. Donc, quand c'est bleu, ça veut dire que c'est assez bon. Quand c'est rouge, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Et quand c'est vert, ça veut dire que ça va bien. Voilà. Hein, et donc, là, il se trouve que pour les différents principes d'action, vous voyez qu'au total, principe d'action 1, intégration de la RSO, gouvernance, respect de l'individu, discrimination, protection des données. Là derrière, vous voyez, c'est RGPD, hein, donc RGPD, j'ai rien foutu, blablabla. Bla, bla, et puis je vais jusqu'à développement local et j'ai donc mes 25, PA25, 25 principes d'action. La préservation de l'environnement est ici, éco-conception, consommation des ressources, limitation des rejets et, comment dirais-je, système de protection de l'environnement. Donc, j'ai tous mes résultats que je vois en un clin d'œil et qu'on me présente également, c'est ce que vous avez vu sur le PowerPoint tout à l'heure, qu'on me présente également, si je le souhaite, sous forme d'un radar. Alors, je précise que ça, c'est un outil qui est intégré, qu'on a acheté, hein, qui est intégré à la plateforme Goodwill Digital, qui est hyper puissant. Je vais vous en montrer d'autres représentations tout à l'heure, et c'est intégralement paramétrable. Donc, vous pouvez faire des comparaisons d'une année sur l'autre. Ici, par exemple, on a pris une option qui était de ne pas donner la note, de ne pas afficher la note sur le principe d'action, on aurait pu le faire. Ici, vous voyez les principes d'action, mais vous ne voyez pas les sous-thèmes, vous vous souvenez qu'on appelle des tirs, on aurait pu les y mettre. C'est vraiment un paramétrage à l'infini et ça donne des résultats qui sont assez chouettes. Voilà. Alors, je reviens maintenant, si vous voulez bien, sur… Donc là, je vous ai présenté très rapidement la, comment dirais-je, la présentation de l'évaluation ISO 26000. Alors, vous voyez, c'est très simple, hein, vous répondez à des QCM. Voilà. On va maintenant regarder un truc qui est un peu plus sophistiqué, qui s'appelle l'évaluation 360 degrés d'une entreprise. Donc, je vais rester sur ma PME 22 et je vais prendre le modèle 360, je vais l'assigner à 22 ma PME, je vais faire un autre arrêté qui sera cette fois-ci une photographie de la résilience à 360 degrés de l'entreprise et non plus seulement de sa maturité RSE. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc 360? Ça mérite une petite explication avant qu'on retourne sur Internet, sur la plateforme Goodwill Digital. En fait, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une entreprise crée de la valeur de façon soutenable ou de façon durable? On a beaucoup réfléchi au truc et puis on est arrivé à la conclusion qu'il fallait répondre présent, il fallait être bon sur 4 grandes thématiques. Voilà. La première thématique, c'est est-ce que mon entreprise a une bonne santé financière? Alors on dit bonne santé matérielle et financière, c'est-à-dire l'usine est en état de marche et puis il y a des sous dans la caisse. Voilà. Alors imaginons que mon entreprise soit un bateau, et je dis avant de prendre la mer, il faut que je regarde effectivement l'état de la coque, du mât, des voiles et puis des sous qu'il y a dans la caisse, parce que quand je serai arrivé de l'autre côté, j'aurai des courses à aller faire. Donc ça, c'est le premier diagnostic, santé matérielle et financière. Le deuxième diagnostic, pour qu'une entreprise marche à peu près bien dans la durée, il lui faut un bon capital immatériel. Alors, si l'entreprise est un bateau, ça veut dire que le bateau est en bon état, mais si le capitaine est complètement incompétent
ou bien que l'équipage est complètement démotivé, ou qu'il y a une mutinerie à bord, eh ben l'entreprise, enfin le bateau ne va pas naviguer et l'entreprise ne va pas marcher. Donc on va évaluer aussi tout le capital immatériel. Alors il n'y a pas que le capital humain, il y a le capital humain, il y a les instruments de bord, il y a les cartes, tout ça c'est le capital de savoir, il y a le système d'information, et puis dans une entreprise il y a aussi des marques, une organisation, des partenaires, etc. Donc, on évalue tout l'immatériel. Ensuite, il faut qu'on sache où on va, bien sûr. Donc, ça veut dire, est-ce que l'entreprise a une bonne stratégie? Et puis, de nos jours, une stratégie qui n'est pas responsable est objectivement, à moyen terme, vouée à l'échec. Donc, ça veut dire qu'on va regarder la stratégie et la responsabilité de l'entreprise. Et donc, si je reviens à mon analogie maritime, on va dire, avant de prendre la mer, calcule ta route. Tu veux faire une transat, ok, c'est quoi ta stratégie pour aller de l'autre côté? Est-ce que tu vas passer par les Açores ou est-ce que tu vas prendre une route nord? Enfin bref, c'est quoi ta stratégie pour traverser l'Atlantique? Et donc, le dernier point, c'est, ok, donc tout est parfait sur le plan du bateau, de l'équipage et du calcul de la route, mais est-ce qu'il y a une bonne météo? Parce que si c'est la tempête, on peut avoir quand même des difficultés. Et donc, revenu dans le contexte de l'entreprise, est-ce qu'il y a un bon contexte macroéconomique? Et puis, on sort d'une crise, d'une tempête assez grave, et on voit que, bien sûr, quand l'entreprise traverse une tempête, elle est obligée d'être flexible, de s'adapter, de revoir sa route, de revoir sa stratégie, etc. Donc, tous ces trucs-là, on va les regarder au travers de Thésaurus 360. Et là, ça vous fait vraiment une radiographie complète de tous les éléments qui peuvent faire que l'entreprise fonctionne bien ou s'arrête de fonctionner. Alors, encore une page de théorie et puis après, on regarde la pratique. On va faire donc une évaluation RSE, mais l'évaluation RSE que l'on va faire, elle va être plus légère que dans le cadre d'une évaluation ISO 26000, de sorte que le diagnostic 360 fait un focus sur des points essentiels, c'est moins détaillé, on ne regardera pas les 77 types d'investissements responsables, etc. Et puis, on va aussi évaluer d'autres trucs qui sont aussi importants que la RSE pour que l'entreprise marche bien. C'est est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle a une croissance du chiffre d'affaires? Quel est son taux d'endettement? Quelles sont ses ressources financières stables sur actifs immobilisés? Ses remboursements sur sa capacité d'autofinancement? Bref, on va faire de l'analyse financière. Voilà. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, ça va nous donner la vision 360 de l'état de l'entreprise. Donc, on retourne sous Internet. Et puis, ce coup-ci, je vais aller prendre un autre arrêté, comme vous l'avez compris. Voilà. Alors, il faut que je clique au bon endroit. Voilà. Donc ici, au passage, on ne l'avait pas vu tout à l'heure, c'est le menu de Goodwill Digital où je peux déclarer mes méthodes. Donc ça me donne accès au référentiel des thésaurus où je pourrais déclarer les entités. Je vais sur la fonction arrêter. Voilà. Et donc ici, je trouve tous les arrêtés qui sont en cours dans mon univers à moi, celui sur lequel je suis en train de travailler. Vas-y, Popol, c'est le moment, parce qu'il y a du monde qui regarde. Bon, alors, c'est les inconvénients du direct, c'est ça qu'on dit? Ah, quand même. Donc, voilà. Alors, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais, à nouveau, je vais faire une petite opération je vais simuler une saisie et puis après, on ira voir des résultats. Donc, je prends l'arrêté 22 ma PME de 2019. Voilà. Vous voyez au passage, dans l'instant qui vient, que vous êtes donc, je suis ici maintenant sur une évaluation au 31/12/2019, voilà, et je suis en train de défaire une évaluation Thésaurus 360. Je suis plus en train de faire une évaluation ISO 26000, et vous voyez que le modèle là, waouh, il y a beaucoup de trucs. Ça, c'est ce que j'ai importé avant la démo du référentiel des thésaurus. Donc, on voit toute la mécanique sur laquelle je vais baser mon évaluation. Et puis, on va accéder au module de collecte.
Et donc, on va voir effectivement que cette fois-ci, pour saisir les informations 360, il y a beaucoup plus de boulot, on s'en doutait, que pour faire une évaluation de simplement la maturité ISO 26000. Voilà. Alors, par exemple, je vois ici évaluation de la santé financière, évaluation de l'organisation, évaluation du capital de marque. Tiens, je vais aller voir ça, il n'y a pas trop de trucs à montrer. Vous voyez que j'ai cinq sujets à traiter. Voilà. Donc, et donc là, cette fois-ci, je vais évaluer la marque de l'entreprise. Voilà. Et donc, je vais voir effectivement, de nouveau, hein, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Je vais voir, j'enlève le truc sur les détails, puisque là, je sais, je connais parfaitement mon sujet. J'ai plus besoin de regarder les détails. Voilà. Et donc là, ce que je vois, c'est que on va me poser des questions sur l'image que je véhicule, sur la notoriété de la marque, sur la protection juridique de la marque, sur la réputation de l'entreprise et sur la singularité de la marque. Si j'affichais les détails, on verrait que la singularité de la marque, la question, c'est est-ce qu'on confond souvent votre entreprise avec une autre entreprise au motif que les marques sont très proches. Voilà. Et donc, à nouveau, hein, vous voyez ici, je vais saisir des réponses sous forme de QCM. Donc, oui, globalement, ma marque est bien protégée, donc ça me donne une note de 15 sur 20, etc. Bon, voilà. Donc, ça y est, imaginons que j'ai fait ma saisie, j'ai saisi toutes les informations. Alors, au passage, je ne vais pas vous le montrer pour ne pas prendre trop de temps, mais dans cette évaluation Thesaurus 360, on va vous demander votre chiffre d'affaires, on va vous demander votre EBITDA, on va vous demander votre taux d'endettement net, on va vous demander, comment dirais-je, de votre nombre de collaborateurs. Enfin, on va demander des informations quantitatives et financières, pas seulement des informations extra-financières comme ces fameuses notes. Et c'est ce que vous allez voir tout de suite. Donc là, ça y est, j'ai validé mes résultats. Je m'apprête à faire les calculs. Alors, comme bien sûr, j'ai fait toute la saisie avant qu'on se retrouve ce matin, je vais aller vous montrer, non pas l'arrêté 2019 qui est en cours de saisie, mais je vais vous montrer l'arrêté 2018 avec tout ce qu'il faut dedans. Et donc, excusez-moi, j'ai un peu de temps de réponse ce matin. Et donc, je vais vous montrer effectivement, voilà. Donc, je suis je regarde maintenant l'évaluation 2018 de cette même entreprise. Voilà. Et là, on va aller voir directement les résultats. Donc là, vous imaginez, je viens de passer une journée à tout saisir. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire une évaluation à 360 degrés. Donc, c'est beaucoup et c'est peu pour arriver à avoir un diagnostic fiable sur l'entreprise de A à Z. Il y a des gens à rencontrer, à discuter avec des directeurs financiers, la DRH, etc., etc. Mais une fois qu'on a obtenu les informations et les réponses à toutes ces questions, on a un résultat qui est assez complet et que je vous montre tout de suite. Voilà. Donc ici, nous sommes en train de voir le résultat de 360. Alors attendez, je vais me mettre en grand écran, ce sera peut-être mieux, vous verrez mieux. Voilà. Normalement, nous y sommes. Ça va s'afficher en plus grand. J'ai un débit qui est pas tip-top ce matin. Voilà, donc on patiente une petite seconde. Voilà, ça y est. Donc, et donc là, vous voyez que pour mon évaluation 360, je suis à 13 sur 20 pour mon entreprise. Alors, en capital immatériel, j'ai eu 13,5. En santé financière, j'ai eu presque 14. En contexte macroéconomique, bon, ça, on a dû le mesurer avant la crise, c'était 12,3. Et en maturité RSE, je n'ai que 11. Donc là, une note qui n'est pas tip-top. C'est comme à l'école, 12 sur 20, vous avez mention au bac, mention assez bien. Donc 11, c'est un peu moyen. Voilà. Bon, calcul du risque immatériel, 8% et taux d'actualisation 7,4.
Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant, mais on va voir à quoi ça sert tout à l'heure. Ici, on me montre ma maturité RSE qui aura été, comme vous l'avez compris, évaluée sur des critères moins nombreux, mais j'ai quand même un radar avec clients, consommateurs, gouvernance, enfin j'ai cette question centrale. Ici, après avoir répondu aux questions financières sur la rentabilité, les capitaux permanents sur immobilisation, 3 sur 20, ouïe, là il y a une fragilité majeure, le niveau des annuités d'emprunt sur la capacité d'autofinancement, 7 sur 20, donc là j'ai une entreprise qui a une fragilité financière assez forte, même si elle est rentable. Et voilà, et donc il ne faut pas regarder que la rentabilité. Ici, ben, on voit ça je ne reviens pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, vous n'avez pas 25 principes d'action, vous en avez moins sur le 11 sur 20. Hein, et puis, vous voyez que l'entreprise, elle est à 7 sur 20 sur son engagement pour la société civile. Donc, elle ne fait pas grand-chose pour son environnement immédiat. Par contre, elle respecte bien ses clients, 15 sur 20. Et puis, sur, par exemple, loyauté sur les marchés, elle est à 10, c'est un peu juste, enfin bref. Voilà, donc ça c'est l'achat responsable, hein, notamment. Voilà. Ici, j'arrive sur l'évaluation capital immatériel. Vous voyez, donc capital actionnaire 14 sur 20, capital organisationnel 1, capital de savoir 9 sur 20, ça attire mon attention. Et là, vous voyez apparaître des trucs qu'on n'a pas vu dans l'évaluation de RSE tout à l'heure. C'est un arbre, ça fait partie des possibilités que nous avons, un arbre qui vous montre l'évaluation du capital de savoir. Voilà. Donc, je viens de faire zoom avant un petit peu. Donc là, j'ai 9 sur 20. Alors, c'est-à-dire que le savoir-faire, c'est tout l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Hein, c'est-à-dire toute l'intelligence, toute jus de cervelle qu'elle a mis et les facteurs de différenciation qu'elle a mis sous forme de brevet ou pas dans ce qu'elle vend aujourd'hui. Les savoirs commercialisés, c'est les produits d'aujourd'hui. Et dans ce qu'elle a l'intention de vendre demain, les savoirs latents et futurs, c'est sa R&D. Alors, vous voyez qu'ici, on est à 12 sur 20, un petit 11,9 en savoir commercialisé, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, savoir-faire latent et futur, 7 sur 20. Bon, bah là, ça veut dire qu'en R&D et en préparation des relais de croissance, 3 sur 20 en préparation des relais de croissance. Donc, bon, bah là, ça ne va pas du tout. Donc, vous voyez que je fais mon diagnostic de fragilité de l'entreprise sur du matériel, sur de la RSE et sur de l'immatériel en un clin d'œil. Bon, ici, j'ai la même chose sur le capital client. Je peux regarder le capital humain. Et donc, j'ai vraiment une radiographie complète de mon entreprise. Et puis, au bout du compte, on me dit, ben, ta boîte, avec toutes les infos que tu nous as données sur le plan financier, elle vaut 16 millions. Voilà. Elle vaut 16 millions d'euros. Alors, on a fait ici, on a utilisé la méthode des multiples. Hein, donc, X fois l'EBITDA moins l'endettement net. Donc, on vous donne le calcul ici, 16 millions, ça fait valeur d'entreprise à 16 millions, 2 millions d'EBITDA avec un multiple recommandé à 8,4, moins 600 000 euros d'endettement net, et ça nous donne ce résultat-là. Voilà. Et puis, on nous explique même qu'il y a d'autres possibilités sur les multiples que l'on aurait pu utiliser ou qu'on peut utiliser. Enfin, bon, voilà. Bon, bref. Donc, je développe pas trop parce que je veux pas non plus vous prendre toute la journée. Mais vous avez compris que là, on a effectivement un système qui est assez complet pour faire le diagnostic de résilience d'une entreprise. Je vous ai montré précédemment qu'avec avec cette plateforme Goodwill Digital, vous pouvez aussi comment dirais-je, je vais y arriver un de ces jours, voilà. Vous pouvez aussi faire vos études d'impact, c'est-à-dire, ça, j'ai regardé effectivement l'état de mon entreprise à l'intérieur de ses frontières, mais comment elle impacte son environnement extérieur, qu'est-ce qu'elle génère comme emploi sur le territoire indirect, induit, etc., ou bien qu'est-ce qu'elle détruit comme capital naturel, ben, j'aurais pu faire d'autres arrêtés avec d'autres modèles pour ça. Bien, donc,
en termes d'offres de lancement, voilà un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, dans l'état actuel des choses, on a implémenté, vous avez compris que la plateforme est lancée depuis avril, donc on est en train d'y déclarer tous les modèles. Vous avez vu ce matin la maturité RSE, vous avez vu vite fait l'évaluation 360. Je ne vous ai pas montré l'évaluation approfondie du capital immatériel tout seul. Voilà. On a également la valeur d'usage des bâtiments qu'on a évoqué un petit peu avec Stanislas tout à l'heure, qui est opérationnel, et le groupe Vibéo s'en sert. On est en train de finir en ce moment les derniers coups de tournevis sur le calcul de la rentabilité de la politique RSE de l'entreprise. Ça marche déjà très bien parce que lors de la présentation du 1er avril, Catherine Papillon de BNP Paribas Real Estate était venue montrer le résultat que nous avions sur le calcul de la rentabilité de sa politique RSE, et on avait fait la présentation avec l'outil. C'est simplement qu'on a des petits coups de tournevis à finaliser. Donc on est là-dessus. On est en train aussi d'implémenter l'étude d'impact socio-économique, donc pour calculer l'impact emploi et impact sur le PIB de l'entreprise en direct, indirect et induit. Cet été, on fera la comptabilité environnementale avant la rentrée, et puis tous les autres modèles. Ça prend du temps hein, de déclarer un modèle sous Goodwill Digital, mais une fois que c'est fait, ensuite ça va très très vite pour l'utiliser. Donc voilà. Et donc je termine par, pour ceux d'entre vous que ça pourrait intéresser, donc en fait voilà nos tarifs catalogues. Donc si vous êtes un grand groupe et que vous voulez utiliser un modèle, par exemple la rentabilité RSE, ou bien par exemple l'évaluation 360, ben, c'est 4 000 €. Mais si vous voulez open bar, c'est-à-dire je veux pouvoir utiliser tous les modèles de la plateforme, c'est 10 000 €. Si vous êtes une ETI, ben c'est 2 000 € pour un modèle, 5 000 pour tous les modèles. Une PME, 1 000 € pour un seul modèle, 2 000 € pour tous les modèles. Si vous êtes un consultant indépendant, c'est 750 € pour un modèle et 1 500 € pour tous les modèles. Voilà. Alors après, bien sûr, suivant le nombre de personnes qu'il y a, et ça c'est pour 5 users, 5 postes. Après, si vous avez des centaines ou des milliers de personnes dans l'entreprise qui veulent contribuer, se servir et tout ça, il y a bien sûr des extensions de prix. Voilà. Et puis, pour être formé sur un modèle, ça prend 2 jours et ça coûte 2 000 €. Voilà. Alors, on est encore dans la période de lancement. On a aujourd'hui une bonne brochette de premiers utilisateurs. Je vous ai donné quelques noms tout à l'heure d'entreprises. On doit avoir une petite vingtaine de clients qui se sont déjà mis à la plateforme, et on est content parce que ça prouve qu'on n'a pas tout faux avec ce système. Et donc, en 2 mois et dans la période actuelle, c'était pas si mal. Voilà. Et donc, on a décidé de reproduire l'offre de lancement pour une nouvelle session qu'on avait initialisée au mois d'avril. Donc là, ça veut dire que on vous propose, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés dans le cadre de ce présent webinaire, de lancer une nouvelle communauté de early adopters, donc des premiers utilisateurs, avec qui on a un niveau un peu privilégié de discussion, qui nous donne aussi des conseils pour corriger les petits défauts qui restent encore sur l'outil, ou pour améliorer l'ergonomie, ou pour faire des améliorations. Voilà. C'est pas des bêta-testeurs, hein, parce que l'outil il a déjà été secoué dans tous les sens, il marche très bien, mais en termes d'ergonomie ou de fonctionnalité, on peut améliorer les choses. Voilà. Et donc là, en fait, ce qu'on vous propose, hein, plutôt que d'avoir accès à cette grille de tarifs, c'est de dire, eh ben, en fait, l'outil est gratuit jusque fin 2021. Donc, jusqu'à la fin 2021, vous pouvez avoir accès à tout et vous pouvez tout faire dedans. Et on vous demande un budget de 2 000 € que vous pouvez faire passer sur votre budget formation. Voilà. Et de sorte que sur cette période, eh bien,
on va vous former à tous les modèles qui sont dans la plateforme et tous les modèles qu'on y implémente au fur et à mesure qu'on les implémente. Voilà. Donc, on a des sessions de formation à intervalles réguliers et puis on a des cas pratiques à chaque fois et chacun repart de là en sachant parfaitement bien utiliser le modèle. Il peut l'utiliser pour son entreprise ou pour ses clients s'il est consultant, etc. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, on relance une deuxième session de Early Adopters. Et donc, elle est valable jusqu'au 13 juillet. Et donc, tout à l'heure, Émilie va vous envoyer comment dirais-je, un formulaire pour vous inscrire si vous le souhaitez, de sorte qu'on puisse redémarrer avec un deuxième groupe pour poursuivre le déploiement de cet outil. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et donc, la parole est à l'audience par Émilie interposée. Voilà. Merci Alan. Merci pour vos questions toutes pertinentes auxquelles on va essayer de répondre. Je vais répondre d'abord à une première question. Oui, ce webinaire sera bien disponible en replay. Vous le recevrez, voilà, si ce n'est pas en fin de journée demain matin. Donc, vous pourrez, si vous n'avez pas pu voir une partie, vous pourrez la revisionner sans problème. Et le lien pour le formulaire est déjà dans les commentaires de la conversation. Donc, n'hésitez pas. Et c'est pareil, il vous sera retransmis dans le mail que vous allez recevoir très rapidement. On commence avec les questions, Alan ? Allons-y. Alors, je vais peut-être reprendre. Donc, quelle est la durée de mise en œuvre de votre solution dans une TPE pour être efficace? Donc, la question n'a pas été précisée sur quelle solution. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question, puisque vous avez compris qu'au sein de la plateforme Goodwill Digital, on peut faire de l'évaluation financière, de la mesure d'impact, de l'évaluation RSE, de la mesure de rentabilité de sa politique RSE. On peut faire vraiment plein de choses. Donc, je vais commencer par répondre sur des objectifs particuliers. Imaginons que vous voulez faire une évaluation ISO 26000, ce que j'ai fait pendant la démo, de votre entreprise. Voilà. Vous allez être prêt en 2 jours. Voilà. Et une fois que vous serez prêt ou prête, c'est-à-dire que vous aurez tout compris comment ça marche, et que vous serez prêt à le faire. Ensuite, le temps qu'il vous faudra, imaginons que vous soyez une PME, je ne sais pas moi, 100 ou 200 personnes, il vous faudra encore 1 à 2 journées pour faire l'évaluation ISO 26000 de votre entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le temps qu'il faut pour être prêt sur une maturité RSE. Si vous voulez faire une évaluation 360, ce sera, allez, on va dire un petit peu plus long pour vous préparer, parce que bien sûr, il y a plus de choses. Donc, la formation dure 2 jours. Ensuite, pour bien intégrer tout ça, mettons encore un petit peu de temps, quelques jours de complément par devers vous. Et puis ensuite, vous vous y mettez. Allez, on va dire que entre le moment où vous commencez à toucher l'outil et le moment où votre évaluation est finie, de votre évaluation 360, je considère qu'il va vous falloir peut-être 1 semaine, voilà, de boulot, hein, tout compris. Et puis si l'année suivante, ça vous prendra 24 heures. Mais la première fois, ça vous prendra 1 semaine. Si vous voulez faire une évaluation, une étude d'impact socio-économique, voilà, ça va aller très vite. Ça va vous prendre, je sais pas moi, peut-être, on vous explique le truc, en 2 jours, c'est fait. L'évaluation d'impact socio-économique, c'est très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de données à rentrer. La mécanique qui est en dessous est très complexe, mais vous ne la voyez pas. Et vous, les données que vous avez à rentrer, vous comprenez très vite les principes et vous avez des données peu nombreuses à remplir puisque c'est les achats par type d'achat, la masse salariale et les taxes. Donc, ça va très vite.
Voilà. Vous voyez. Et puis par contre, si vous voulez faire, qu'est-ce que je vais vous prendre comme truc qui serait plus long, une comptabilité, votre impact sur l'environnement, la comptabilité environnementale, ben là, le temps de récupérer toutes les infos, ça va prendre plus de temps. Et puis, si vous voulez faire une évaluation RSE, de la rentabilité de votre politique RSE, là, il y a beaucoup de données à aller chercher. C'est un peu plus lourd. Donc, je ne sais pas, il vous faudra peut-être 3 semaines ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un travail qui est plus fastidieux, mais le résultat est bigrement intéressant. Donc, ça vaut le coup de se baisser. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en fonction de ce que vous voulez faire précisément, vous allez avoir des durées d'apprentissage et de mise en œuvre qui vont être variables. Mais vous voyez que pour un modèle, ça va assez vite. En général, pas tous, mais pour la plupart, ça va très vite. Voilà. Alors, je poursuis avec les questions un peu généralistes. Y a-t-il une taille minimum pour une PME pour que les résultats soient pertinents? Non, il y a vraiment… Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises quand même. Oui, on va dire quand même qu'il y a une taille minimum, c'est-à-dire que… bon, à la limite, même pas. À la limite, même pas. Je vais faire la réponse que j'avais en tête du tac au tac. Je dirais que pour une entreprise unipersonnelle, il y a des chances que les résultats puissent manquer un peu d'intérêt. Bon, encore que, imaginez par exemple que vous êtes une entreprise unipersonnelle, vous exercez votre art depuis 20 ans, vous avez un capital client du feu de Dieu, vous avez des savoir-faire qui sont très, très, très travaillés, très aboutis, l'évaluation 360, elle est très pertinente. Voilà. Enfin, disons que, grosso modo, les sujets que l'on traite là, c'est plutôt effectivement pour des entreprises avec des salariés que pour des entreprises sans salariés. Je dirais plutôt. Voilà. Et par contre, une fois qu'on a passé le cap de 3, 4, 5 salariés, là, il n'y a pas de limite basse. On a fait des évaluations RSE, des évaluations d'entreprises. Goodwill fait des évaluations dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition. On le fait parfois sur des entreprises de quelques personnes. Donc, il n'y a pas de limite basse. On peut le faire pour le CAC 40 et on peut le faire pour la TPE. Cette plateforme est-elle utilisable au moins en partie pour une association? Absolument, mais sans aucune espèce de problème. Vous pouvez l'utiliser de la même façon pour une entreprise et pour une association. Et par exemple, même là, vous voyez, je vous ai présenté le Thésaurus 360. Alors bien sûr, il faudrait sûrement adapter un peu le diagnostic financier, mais on va faire un Thésaurus 360 associatif. On a une demande là-dessus bientôt. Et on aura très très peu de choses à faire pour adapter le modèle. Donc, en dehors de l'adaptation, parce que bien sûr, l'analyse financière sur une association ne se fait pas tout à fait de la même manière, mais c'est 3 formules qui changent. Ça va très très vite et tout le reste est pertinent. Donc, il n'y a pas de problème. Et on l'a déjà fait en plus. Alors, est-ce que Goodwill Digital est applicable pour des écosystèmes d'entreprises, notamment pour y inclure les partenaires et les parties prenantes? Alors, je dirais que en standard, le système intègre les parties prenantes, mais avec un point d'entrée qui est un point d'entrée entreprise ou association, enfin personne morale. Voilà. C'est-à-dire que je vais évaluer une personne morale et je vais évaluer la façon dont elle interagit avec ses parties prenantes dans le cadre de l'évaluation ISO 26000, ou bien, par exemple, je vais regarder les qualités et les défauts du capital client et du capital partenaire
de l'entreprise ou de l'association de la même façon. Donc, c'est pris en compte de cette façon-là. Si votre question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en l'état, avec les modèles disponibles, je peux évaluer un écosystème d'entreprise, voilà. C'est-à-dire, par exemple, voilà, j'ai un cluster d'entreprises qui travaillent en réseau et j'aimerais évaluer les forces et les faiblesses de ce groupement-là d'entreprises. Il y aurait un travail de Lego à faire avant de commencer l'évaluation, de sorte qu'on passe de l'évaluation d'une entreprise à l'évaluation d'un groupement d'entreprises. Ce n'est pas un travail qui est à nouveau qui est énorme, mais le modèle, au moment où on parle, n'existe pas dans Goodwill Digital. Voilà. Et donc, j'ai une dernière question sur la comptabilité environnementale. Oui. Donc, Thésaurus Empreinte permet-il de définir pour les organisations une stratégie globale ou sectorielle de régénération de l'environnement naturel au regard de la destruction comptabilisée? Voilà, donc en fait, là, dans l'état, non, ça, ce n'est pas prévu. C'est-à-dire qu'avec le Thésaurus Empreinte, vous allez avoir une comptabilité de ce que vous détruisez tous les ans. Voilà. Donc, on va regarder effectivement. Alors là, derrière, de nouveau, hein, j'insiste parce qu'on nous pose toujours la question, est-ce que vos résultats sortent d'un chapeau? Est-ce que vous avez lu ça dans Modes et Travaux? Est-ce que… Non, bien sûr, c'est des travaux, tout le sous-jacent est scientifique, sérieux, opposable à des tiers, et vous allez obtenir une photographie de votre impact environnemental exprimé en euros. Ce que nous faisons d'une certaine façon, c'est une financiarisation d'une ACV. Sauf que notre ACV, elle est simplifiée. On n'a pas les 15 critères de l'ACV standard. On a quelque chose de plus ramassé avec 6 critères, comme vous l'avez vu. Et on le fait sur le direct, sur l'indirect, et on pourrait même le faire sur l'induit. Voilà. Donc, ça veut dire pas seulement sur l'entreprise, mais aussi sur toute sa chaîne de fournisseurs. Bon. Alors, par contre, une fois que vous avez ce résultat-là, ça vous a fait la photo de ce que de votre impact exprimé en euros. Mais ça ne vous dit pas comment le réduire. Ça, ensuite, c'est effectivement votre stratégie environnementale qui va le dire. De la même façon que quand vous appelez votre comptable et qui vous fait votre bilan et votre compte de résultat, vous voyez si vous avez gagné ou perdu de l'argent au cours de l'année, mais on ne vous dit pas quelle doit être votre stratégie. C'est exactement pareil. Merci Alan. C'est bon, on a fait le tour des questions. Bon. Eh bien, écoutez, merci vraiment à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous aura intéressé. Je reviens sur le titre de notre présentation. Finalement, dans cette affaire-là, le plus important, vu de ma fenêtre, c'est pas l'outil qu'on vous a présenté ce matin, c'est le fait que la création de richesse soutenable, ça ne devrait pas être une option. Et surtout après la crise du coronavirus qu'on a vécue, il faut absolument qu'on inscrive nos économies dans des stratégies de soutenabilité. On en est très très loin. Vous le savez, en dehors de cet accident, tous les ans, on a le jour du dépassement, c'est-à-dire le moment de l'année où on a consommé toutes les ressources que la planète peut nous offrir sur un an, qui recule, alors qu'on est en pleine transition écologique. Donc, en fait, ces outils-là, ils sont là pour faciliter le travail, mais le plus important, c'est de s'y mettre et avec ou sans ces outils, et de faire en sorte que nos économies deviennent enfin résilientes, quoi. Voilà, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.